Bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur Afro TV. Moïse Agbenyegan au micro pour vous. Et nous recevons Dr Albert Katé, leader d'opinion depuis Nebraska et résident à la diaspora. On se pose beaucoup la question si Dr Albert Katé sera aux élections sénatoriales à venir. La grande problématique de cette question pour laquelle on le reçoit aujourd'hui dans cette émission. Mais bien avant, j'ai d'autres questions à lui poser. Sûrement qu'il va lever l'équivoque aujourd'hui concernant toutes ces questions. Alors, docteur Albert Katé, on parle de réconciliation avec vous et vous parliez à l'instant du président Faure Gnassingbé, le président togolais. Est-ce qu'il est obligé de faire une réconciliation? Est-ce que lui, en tant que président de la République aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi ne pas faire les lumières sur certains dossiers comme celui de Sylvanus Olympio, de ceux qui ont été disparus et qui a fait beaucoup plus écrit des pages noires de l'histoire du Togo. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'en passer de ça pour faire une réconciliation effective et réussie au Togo? Bon, je vais d'abord commencer par la dernière, sur le dossier de Sylvanus Olympio. C'est regrettable pour tous les Togolais, sans exception, je veux parler Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, que un tel drame est survenu. C'est regrettable d'abord pour tous les Africains, tous les pays pauvres du monde, que le premier président qui a subi un coup d'État a été un Africain, un militaire, je veux dire, a été un Africain. C'est vraiment regrettable. Donc je pense que cette amertume est partagée aussi par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, comme par tout le monde, tous les Togolais. Alors, donc, que son dossier soit déclassifié, je pense que cela relève des procédures judiciaires de droit international, parce que c'est pas seulement au Togo, cela concerne des puissances étrangères. D'abord, ces archives, je ne sais pas si ces archives sont au Togo, et je pense que l'histoire est un peu complexe, donc c'est pas aussi simple. C'est une façon simpliste de la présenter pour dire que pourquoi le président Faure ne va pas faire ceci. Je pense que cette discussion existait avant même l'arrivée du président Faure au pouvoir. Donc, le fils et la famille, disons la famille biologique de l'ancien président, feu président Sylvanus, la famille est là, et nous avons aussi ses fils, comme Jacques Olympio. Je pense qu'ils ont des démarches à faire, et ils n'ont jamais dit qu'ils ont accompli des démarches, que ce soit en France ou ailleurs, ou au Togo. Et voilà, à un moment donné, il y avait une évolution, et après, c'était le statu quo. Mais ils n'ont jamais communiqué la suite. Je pense que ils sont les premières personnes à qui il faut poser cette question. Où est-ce qu'ils en sont réellement? Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées? C'est quoi la procédure et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Où est-ce que c'est bloqué? Voilà, que de laisser les politiques essayer de peindre cette situation autrement et en faire encore essayer de ternir l'image du président Faure dans cette affaire qui n'est pas de cette génération. Donc, je pense qu'il est jeune, et le président Faure est jeune, il est né des années 60, par le président qui était décédé dans les années 58, avant que lui-même il soit né. Donc, tout comme moi d'ailleurs. Donc, je pense que nous avons la même obligation dans cette affaire de bénéficier ensemble de la déclassification de ce dossier. Mais nous allons être objectifs dans l'analyse d'une telle affaire. Donc, voilà ça. Et concernant le fait que vous avez d'abord posé la question pour savoir pourquoi Faure Gnassingbé doit réconcilier les Togolais. Il y a deux objectifs, il y a deux éléments dans cette question, c'est que
Pourquoi spécifiquement Faure Gnassingbé? Oui, Faure Gnassingbé, en tant que chef de l'État, a cette obligation et de continuer toujours à chercher le bien de la nation, à chercher le bien de ses citoyens, à garantir la paix et à porter le flambeau de tous les projets du pays en tant que chef de l'État, premier magistrat et le commandant en chef de tout président de la République. Donc, Faure Essozinna Gnassingbé a non seulement ce devoir régalien, mais il est aussi le symbole lui-même de quelqu'un qui a un intérêt particulier dans la cohésion nationale. C'est-à-dire que pour que ces projets, les projets qu'il est en train de réaliser, relever les défis socio-économiques, les projets de développement, et tout cela soit durable et profite à la nation pendant longtemps, je pense que lui-même, il le sait. Il ne souhaiterait jamais laisser derrière lui un pays divisé. Personne n'a intérêt à avoir un pays divisé sous cette botte. Donc, le président a cette mission pour l'intérêt aussi de la nation et aussi du succès de son travail, qu'il ait une nation solide et une nation unie à gérer pour vraiment profiter du bien qu'il est en train de faire. Donc, c'est ça. Maintenant, Faure Gnassingbé, pour beaucoup de personnes, nous le savons tous dans notre génération, c'est le fils du président, président Yaya Jammeh. Et tout à l'heure, vous venez de parler de J. Chris Olympio, que les gens essaient de connecter, puisque le président Yaya Jammeh était celui qui était au pouvoir quand le président, qui a succédé au président Sylvanus. Donc, et les deux étant fils de ces deux présidents, au début, les deux, la classe politique, et J.K. Olympio l'avait dit, que le problème du Togo était entre lui et les Gnassingbé. Donc, ces gens de propos étaient aussi dans la tête des gens. Mais pour d'autres personnes, pour d'autres Togolais, le président Faure, étant un fils du président Yaya Jammeh aussi, et aussi incarne une force politique qui représente toute la force politique derrière le président Yaya Jammeh. Donc, pour beaucoup de personnes, lui aussi, il est un ambassadeur très important dans la réconciliation parce qu'il incarne la force politique du président Yaya Jammeh. Et si des problèmes politiques étaient liés à la période des années 60 et avant même les années 60, ça dépend de là où vous situez les problèmes et ce que vous voulez régler comme problème. Ben, lui aussi, il est un ambassadeur dans cette négociation. Donc, Faure Gnassingbé doit réconcilier les Togolais, mais les gens se sont dit que lui, étant originaire de la région septentrionale du pays et sa maman étant originaire de la région australe du pays, donc, les gens se disent qu'il y a un problème, pour certains qui présentent les problèmes politiques et les problèmes ethniques tous dans un même plat. Beaucoup se disent que les problèmes politiques étaient un peu ethnicisés et régionalisés. Donc, c'est comme s'il y a des conflits qu'il faut régler, non seulement politiquement, mais aussi sur le plan social. Et il faut des ambassadeurs qui ont ce mélange-là. Il faut une société vraiment équilibrée pour régler cette situation. Donc, on ne va pas le nier, on ne va pas le cacher. Beaucoup ont dit qu'il était la meilleure personne pour régler, pour colmater les brèches entre le Nord et le Sud. Tous les problèmes ethniques liés à ces deux côtés que les gens essaient de cacher, mais le manifestent. Et même si on prend le fait que il est le fils du président Yaya Jammeh, mais sa maman est de la région du Sud, d'où vient le président Sylvanus, et tout cela. Bon, les gens ont peint la situation de gauche à droite comme ils veulent, mais on se dit que Faure a
une connexion qu'il fallait profiter avec pour vraiment réconcilier les Togolais. Ils pouvaient le faire. Et l'opposition togolaise, les leaders politiques de la région du Sud, les leaders politiques de l'opposition, les leaders politiques des anciens présidents et autres, quel que soit le mélange, de toute façon, les gens présentent les situations. Fonia Tigbe est comme un brassage de tout cela. Et vu son rôle actuel, comme chef de l'État, chef des armées, chef, premier magistrat et tout, il peut jouer un grand rôle dans ce projet d'opération. Donc, il fallait l'aider. Pour beaucoup de gens, dès qu'il est venu, les gens devaient l'aider au lieu de le peindre à noir, de le substituer au papa politiquement et transposer la haine et la lutte que certains ont contre son papa ou contre son régime à fort et perpétuer ainsi cette division politique et ethnique. Et en fin de compte, c'est le peuple qui en souffre. Donc, il est temps de briser tout cela, hein, de se dire la vérité, de lever le voile hein, sur tous ces comportements, tous ces mensonges, toutes ces manipulations, toutes ces difficultés ethnocentriques, politiques, comme vous le voulez, tout ce que vous l'appelez, et qu'on aille à la vérité, hein, et que ceux qui ont ces brassages-là, ceux qui ont cette connexion-là, ceux qui ont cette capacité de jouer ce rôle puissent aller autour de la table et qu'on se dise la vérité, qu'on essaie hein, de régler ces problèmes-là, poser les bases d'un avenir meilleur à toutes les nations, comme les Rwandais ont fait, comme les Rwandais Hutus et Tutsis ont fait. À un moment donné, il faut pas se mentir, il faut pas faire comme s'il n'y a aucun problème, il faut pas faire, mais en dessous, hein, on se met les pieds chacun sur les autres, on pousse les autres, les gens sont au chômage, les gens sont inégalement hein, négligés. Hein, des gens, vous voyez, on dénonce tout, mais après on fait comme s'il n'y a rien. Vous voyez, non? Donc, peut-être c'est le moment. Mais à qui la faute? À qui la faute? C'est une très bonne question. Jusqu'aujourd'hui, nous cherchons à qui la faute. Nous avons fait hein, beaucoup de pas pour aller vers cette réconciliation, comme les Béninois l'ont fait. Mais notre problème est un peu plus profond que les Béninois. Nous avons fait des efforts, mais c'est tombé, hein, comme je l'avais dit dans les années 90. Nous avons repris encore les efforts dans les années 2006, dans l'accord de Ouaga. C'est un moment inoubliable, les années 2006, quand le président Faure et Sozina Gnassingbé a donné encore l'occasion aux Togolais de revenir autour de la table et d'évoquer tous les sujets sans tabou. Et dans cette discussion, il était dit que des conclusions qui sont sorties, que ce ne sera pas des résolutions aux problèmes d'élection seulement, mais aussi tous les autres sujets. Les gens n'ont pas hésité à demander des réformes de l'armée, puisqu'ils avaient caractérisé l'armée d'auteur des violences politiques et qu'il fallait réformer l'armée, que l'armée est technique. Tout cela, le président Faure avait permis qu'on parle de tout ce dont on veut parler, tout ce qu'on veut corriger, comment le faire. Et les gens ont proposé des solutions. Donc, dans le chapitre de l'APG, il était question des réformes de l'armée et le projet de réconciliation. Parce que les gens ont dit que voilà, il y avait des problèmes de division ethnique, des divisions entre les Togolais et qui étaient liées non seulement à la période 90 et des violences politiques de 90, mais des divisions qui allaient des années même 58 ou avant les années 58. Donc là, l'accord a prévu, voilà, l'installation de la CVJR qui devait donner naissance au HCRUN hein, pour mettre en application les recommandations des populations, ce qui est le pourquoi la CVJR sous la direction de Monseigneur Bariga avait écouté la population sur toute l'étendue du territoire pour correcter cette déposition et aller à la justice transitionnelle. Et maintenant, la CVJR devait les appliquer. Et donc, tout cela, on a parlé de tout cela parce qu'on avait dit la vérité, on avait reconnu qu'il y a aussi des problèmes qui sont différents des problèmes politiques. Il y a des problèmes de division. Donc, qu'il fallait réconcilier les gens, ça a été appelé la commission vérité, justice et réconciliation. Pourquoi tous ces mots pour nommer cette commission? Parce que tout cela a été dit. Donc, aujourd'hui, il y a certains qui font semblant comme s'il n'y a plus rien, comme s'il n'y a pas de problème. Or,
nos grands-pères, nos parents, nos frères qui se sont retrouvés à Ouagadougou. Ils avaient déjà reconnu tout cela. Et c'est une technique de répétition des années 90, de ce qui a été fait pendant la conférence des années 90. Donc c'est pour ça que la commission a été dénommée Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Parce qu'il y a tous ces problèmes. Donc, où en sommes-nous? Ben, tout le monde sait que dès le lendemain de cet accord, vous avez demandé à qui la faute. Tout le monde sait que dès le lendemain de cet accord, il y a le président de l'UFC à l'époque, J-Christ Olympio, qui est le fils de l'ancien président Sylvanus Olympio, qui s'était positionné contre la nomination de Yaovi Abouibo comme premier ministre. Et que le poste de la primatie devait lui revenir à son genre, Patrick Lawson. Et qu'à cause de cela, que l'accord n'était pas respecté, donc il a appelé les gens à désavouer Yaovi Abouibo et le gouvernement et tout le projet national. Donc, à qui la faute? Bon, là aussi, à partir de ce jour, c'est la classe politique, parce que les gens ont laissé tomber tout ce projet de réconciliation. Par la suite, le président Faure a essayé tant bien que mal, essayer d'exécuter certains de ses projets. Jusqu'aujourd'hui, il a fait les réformes, quelques réformes au niveau de l'armée, suivez mon regard. Et il continue au jour le jour à faire ce qu'il peut, lui de son mieux, hein. Mais tout le monde sait qu'il est abandonné, que l'autre partie, la classe de l'opposition, l'autre camp ne s'associe pas à tout cela, mais plutôt, pire encore, à qui la faute? Au lieu d'avancer vers la cohésion, au lieu d'avancer vers la réconciliation, au lieu d'avancer vers l'unité, nous avons encore pénétré dans la division. Le statut de l'opposition même est transformé maintenant pour dire que, voilà, si tu es opposant, il faut carrément que tu sois loin de ceux qui sont en face. Et si tu ne l'es pas, c'est que tu ne l'es pas opposant. Donc, s'il y a par exemple des postes qui doivent revenir à l'opposition, on veut parler dans la composition des institutions de la République, eh bien oui, vous voyez la guerre maintenant entre les opposants pour dire non, lui il est au gouvernement, ou bien lui il est ici, donc il n'est plus opposant, il ne doit pas avoir une place. Donc on est parti encore plus profondément dans la division et nous l'avons systématisé par ce statut de l'opposition. Donc, à qui la faute? C'est à la classe politique, la société civile. Et ceux qui sont restés silencieux sur ces dérapages, et ils ne dénoncent pas ces dérapages qui mettent le pays à genoux, parce que en 2006, lorsqu'on nous avait menti que c'est Faure qui a violé l'accord de Ouaga en 24-48 heures, parce qu'il a nommé Yaovi Abouibo et que ce n'était pas ça l'accord, personne n'a publié là où c'est écrit blanc sur noir dans l'accord que le poste de Premier ministre devait revenir à l'UFC ou bien à Sylvanus Olympio, à Patrick Lawson, dans le parti de J-Christ Olympio. Personne n'a montré ce papier et aucun parti de l'opposition n'a osé attaquer J-Christ Olympio pour dire non, tu es un frère de l'opposition, mais tu mens. Tu n'as pas de preuves. Ce que tu dis n'est pas vrai. Mais pour la solidarité de l'opposition, tout le monde s'est tué. Et il y a toute une génération qui avait avalé ça. Et les gens ont galvanisé leurs troupes en transformant la jeunesse en un outil, mais basé sur du mensonge pendant des années. Personne n'a osé dire que notre frère, il mentait à l'époque-là. Et le gouvernement Abouibo a été affaibli. Les projets qui devaient nous amener à cette exploitation, aujourd'hui, on serait au beurre. Tous ces projets ont été capotés. Monseigneur Bariga, il a souffert. Il n'a pas eu le soutien même de certains de la société civile qui étaient politiques et aussi de la société civile, qui sont aussi dans les droits de l'homme, mais aussi dans les partis politiques. Ils n'ont pas donné de soutien pour la mission de la CVJR, qui était des missions qui devaient renforcer les droits de l'homme, qui sont les biens des citoyens togolais. C'est jusqu'à ce point que Bariga a difficilement fait le mieux, de son mieux, ce qu'il pouvait faire jusqu'à établir ce qu'on appelle le livre blanc et remettre ça au chef de l'État et s'en laver les mains. Vous voyez, donc aujourd'hui, à qui la faute? Eh bien, c'est une très bonne question. Il faut que les gens soient interpellés. Il faut que les gens changent et il faut que nous ayons un nouveau départ et que vraiment ensemble, avec nous-mêmes et ceux qui sont en face et tout le monde, nous puissions reprendre les travaux là où nous les avons laissés, comme l'avait dit Madame Adjamapou. Et je pense que de là,
tout ce que nous avons prescrit, hein, nous avons dessiné comme chemin pour aller vers l'alternance pacifique, tout ce que nous avons dessiné pour aller vers la prospérité partagée, je pense que le peuple, nous allons délivrer à ce peuple-là. Mais ce sera seulement pas la vérité. À qui la faute? La faute est, pour le moment, je ne vais pas pointer du doigt à qui la faute, mais je pense que c'est à nous tous. Et nous tous qui étions silencieux, nous tous qui n'en savions rien, nous tous qui n'étaient pas impliqués, et nous tous qui avions aussi menti. Et parce qu'on avait appris seulement à pointer du doigt le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire seulement c'est le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Et je pense que cette rhétorique doit laisser place à la vérité. Si nous aimons ce peuple pour que nous puissions aller vraiment à un lendemain meilleur. Plus 1 319 462 89 79 numéro qui vous permettra donc de nous rejoindre dans cet entretien et intervenir en 2 minutes. Alors, docteur Albert Katé, parmi les priorités donc de la DMK figure la dissolution des institutions jugées illégitimes, la libération des détenus politiques, l'amnistie. Doit-on enfin dire que les opposants togolais sont sur le chemin de la réconciliation? Je ne suis pas surpris par le choix de ces mots dans l'expression des vœux de la DMK. Je sais que la DMK est composée des politiques qui ont l'expérience et qui ne sont pas des politiques d'aujourd'hui. Et ce sont des politiques qui qui ont vécu pendant plusieurs périodes de troubles du pays, mais aussi pendant plusieurs moments dans le cours de l'instauration de la démocratie. Donc, tout ça, c'est régulier. Maintenant, le choix des mots, l'amnistie. Mais ils ont dit l'amnistie des exilés politiques. La libération des prisonniers politiques, oui, ça, à chaque fois, lorsque nous avons toujours des dialogues ou des petits blocages politiques, les gens demandent toujours la libération des prisonniers politiques, puisque c'est une responsabilité. Lorsque vous faites la lutte et ça cause des méfaits et des gens sont en prison, donc il est tout à fait normal que vous demandiez la libération de vos militants avant d'aller courir à vos propres intérêts politiques. Sinon, c'est pas reconnaissant de laisser les gens derrière les barreaux et vous allez courir pour des fauteuils. Mais parfois, certains politiques ne le font pas longtemps. Et ils le font un peu, après ils abandonnent et ils sont pressés pour aller finir leurs élections. Et les gens sont restés là-bas. Du coup, après, quand on finit les élections, on viendra demander leur sortie. Et les gens sont oubliés là-bas. Maintenant, le choix des mots sur l'amnistie. Eux, ils ont dit l'amnistie des exilés politiques. Et franchement, je pense que c'est dangereux. Je suis sidéré, époustouflé par cette précision qui est donnée. L'amnistie des prisonniers, des exilés. C'est ce que nous avions fait en 1990 et nous n'avions pas avancé. Nous avions signé l'amnistie aux exilés. Vous vous rappelez, Jikis Olympie, il était à l'extérieur. Beaucoup de gens, beaucoup de Togolais. Le président Yadima n'avait pas hésité. Pour le bien de la nation, il avait d'abord dit à nos grands frères Yavia Bouibor et le professeur Nyevi et autres qui faisaient les négociations politiques, qu'est-ce qui ne serait pas bien qu'on aille à la réalisation de ces projets de l'instauration de la démocratie et des droits de l'homme. Et après, on va voir le cas des Jikis Olympie et autres là, puisqu'ils sont dans une position un peu plus radicale. Et vous êtes les droits de l'homme, ce que vous me présentez là, c'est bien pour la nation. Est-ce qu'on ne va pas le faire? Après, on va voir leur cas. Les doyens Agboibo et autres ont dit non, mais si on ne le fait pas, on ne fait pas venir les gens vont dire que ce que nous faisons n'est pas parfait, donc il faut le faire. Donc, il y a des moments, c'est dépassé à tous les niveaux pour laisser ses intérêts personnels, sa position, et il a signé l'amnistie pour que tous les exilés politiques rentrent. Et c'est là où beaucoup sont rentrés, les Isidore Lazo et autres, là, vous vous rappelez. Larry Kango, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Mais nous n'avions jamais entendu parler de l'amnistie aux tenants du pouvoir.
Nous n'avons jamais entendu parler de cela. Donc, quand on parle de l'amnistie et on est opposant, on présente toujours ça pour ses partisans. Mais on ne dit jamais qu'il faut aussi amnistier ceux qui sont en face, ceux qui sont au pouvoir. Et c'est là où le Togo a échoué en 90. Je suis sidéré que plus de 30 ans plus tard, des mouvements politiques, composés des gens qui sont dans des partis politiques, qui sont témoins de l'échec qu'on a eu des 90 jusqu'à aujourd'hui. Je connais aussi des gens de la diaspora qui parlent le même langage. Les gens ont du mal à pardonner ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont en face. C'est comme ça que nous avions transformé la conférence nationale en un tribunal. Nous avions menacé d'emprisonner tous ceux qui étaient cités comme responsables des actes de violence et de barbarie. À l'époque, des chefs, des gens qui étaient dans le gouvernement Yadema, qui étaient toujours en fonction. Nous avons transformé le tribunal, la conférence en un tribunal. Nous avons promis la potence à ces gens-là. Nous sommes partis très loin. Lorsqu'il s'agissait de l'armée, nous avons dit des choses qui étaient vraiment, qui ne donnaient aucun avenir à certains militaires. Et tout cela, toutes ces menaces nous ont amenés où? Et nous n'avons pas hésité, par la suite. Lorsqu'il y a des gens accepté des décisions de son gouvernement, nous avons dit on va dissoudre le RPT aussi. Et c'est ce qu'on a fait, c'est là où vraiment c'était la ligne rouge qui a été franchie. Et tout cela n'était pas dans l'accord. Mais des années plus tard, 30 ans plus tard, dans tous nos propos, des jeunes aujourd'hui, des gens de l'opposition demandent l'amnistie des exilés. Avec cette précision, est-ce qu'il n'y a que les exilés qu'il faut amnistier? Pourquoi refaire ce qu'on a fait et nous a conduit à l'échec? Mais il faut ouvrir l'amnistie à tout le monde. Il faut se pardonner, il faut s'amnistier. Et ça, le plus important, c'est les gens qui sont au pouvoir, ceux que vous voulez remplacer, si vous cherchez l'alternance. Et ce courage-là, ce courage indien-là, cette vérité-là, ça nous manque. Et ça manque aussi à nos frères. Et nous, on crée une génération à qui on inculque encore cette vieille idéologie qui ne donne rien. Et ça rend tout le débat difficile. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous allez voir sur des plateaux, des compatriotes, des frères même de la diaspora comme ailleurs vont te dire que voilà, voilà, on va prendre le pouvoir et après on va les pardonner. Et lorsque tout se complique, j'ai entendu des chefs de partis politiques à l'époque dire, nous ne voulons pas faire la chasse aux sorcières. Mais non, il ne suffit pas de le dire sur une radio. Il faut concrétiser cela dans un dossier d'amnistie. Il faut assurer les gens. Mais docteur Albert Katé, quel intérêt pour un opposant de faire capoter un projet de réconciliation? C'est une très bonne question. Mais c'est l'intérêt partisan, la lutte de positionnement. Lorsque M. J-Christ Olympio avait appelé sa base et ses élites à se désolidariser de M. Yaovi Abouibo, qui était nommé Premier ministre en 2006 pour conduire cette transition après l'accord de Ouaga, cet accord qui comportait les projets, le plus gros projet de réconciliation jamais établi, qui est le projet de la CVJR, qui continue toujours aujourd'hui sous le HCOM. Mais il savait pertinemment, en tant qu'opposant, tout comme les autres opposants, tout le monde savait, tous les opposants savaient qu'il y avait ce projet, puisque c'est eux qui ont fait les propositions, c'est eux qui ont dénoncé les situations ethniques, de division ethnique, et les situations les situations de violence qu'il fallait éradiquer. Et que c'est comme ça la solution, qu'on se dise la vérité. C'est eux qui avaient étendu cela jusqu'aux les années 58 ou même avant 58. Qu'il faut aller jusqu'à cette période-là, parce qu'il y a des remords qui ont leur source des violences de la période de l'indépendance. Ou avant l'indépendance même. C'est eux qui ont demandé cela. Donc ils savaient, tout le monde, ça c'est la nation togolaise. Ce n'est même pas seulement les opposants, c'est la nation togolaise qui avait dit la vérité sur cela, avait demandé voilà comment on va aller à ça. Donc y compris les opposants qui étaient là. Ils avaient beaucoup plus intérêt puisque c'est eux qui se disent qu'ils étaient violentés. Dans les années 90, c'est les opposants qui se disaient violentés. Donc quel intérêt ont-ils, avaient-ils
a fait capoter cela. Bon, alors, lorsqu'il a pris position contre cela, ben, il y avait ces élites qui étaient déjà pressentis ministres dans le gouvernement de Gbagbo, qui étaient des membres influents hein, à des postes comme premier, deuxième vice-président du groupe UFC à l'époque. Je parle des Dr Mania Singbe, Bodjona et autres. Mais ils avaient porté plainte au niveau du parti, selon les sources, hein, et qui leur ont demandé un congrès pour statuer sur la situation. Et lorsqu'ils ont été, c'était au foyer P12, il semblerait qu'ils ont gagné le vote et que le congrès avait mandaté qu'il faut aller dans le sens de l'intérêt général, qu'il faut aller finir ce travail-là qui a été décidé à l'APG hein, pour aller réaliser hein, tous ces projets dans l'intérêt de la nation. Malgré cela, J.K. Olympio a encore rassemblé quelques élites que vous connaissez, qui sont des chefs de parti jusqu'aujourd'hui très influents, des gens proches de lui, biologiquement, hein, un petit nombre pour signer la radiation et essayer de surpasser la décision du Congrès pour continuer à radier ces gens qui ont gagné le vote du Congrès. C'est-à-dire que c'était incroyable. Et ils étaient démocrates. Donc, quel intérêt pour avoir fait tout ça là, toute cette acrobatie-là, juste parce qu'un poste de premier ministre devait revenir à M. Patrick Lawson et que des proches, des gens hein, influents qui dirigeaient son idéologie, hein, qui devaient gérer l'avenir de ce pays. Donc, c'était des intérêts partisans, hein, des intérêts économiques, des intérêts qui ne sont pas des intérêts de toute la population. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens ont regretté ce qui s'est passé, aussi proche de lui. Vous avez vu qu'il y a eu un schisme qui a secoué son parti et beaucoup d'autres partis. Des scissions, vous les avez vus. Aujourd'hui, il y a l'ANC qui a dégagé de cela. Il y a d'autres partis qui ont connu le même sort. Mais l'intérêt, c'est la lutte. C'est l'intérêt partisan de positionnement au détriment de l'intérêt général. Mais nous avons laissé la garde, on a laissé faire. Et c'est pour ça aujourd'hui, il ne faut plus permettre à ce que les gens nous mentent. Il ne faut plus permettre à ce que les gens viennent soutenir ces idéaux d'intérêt partisan, de lutte de positionnement de leur parti ou bien de leur leader préféré. Et le culte de la personnalité, nous devons être très stricts sur notre position par rapport à ce qu'on appelle l'intérêt général. Merci pour ces éclaircies, Dr Albert Katé. Alors, je veux vous poser la question concernant donc cette réconciliation dont nous parlons, et ce sera cette dernière question concernant cette seconde partie très rapidement. Monseigneur Bariga n'est plus et il n'a pas pu réconcilier donc les Togolais. Il y a également Dr Agbo-Ibor, Yaovi Agbo-Ibor, dont vous avez l'habitude de parler au cours donc de nos émissions, lui aussi non plus. Pourquoi dites-vous que Fort Essozimna Nyansingbe, le président togolais, doit réussir à réconcilier les Togolais, tant que, par exemple, quand on voit l'opposition de l'autre côté, qui n'arrive pas aussi à réussir à s'entretenir en bonne et due forme avec le gouvernement pour trouver des points pour que le Togo avance. Merci. Ben, vous parlez du Togo. Donc, quand vous parlez du Togo, en réalité, l'intérêt du président de la République à réussir la réconciliation, comme je l'avais dit avant, c'était pas non seulement ça fait du bien pour lui-même, pour que son projet soit pérennisé, durable, immortalisé, mais il faut aussi comprendre que c'est une mission que la nation lui a confiée, c'est de sauvegarder la cohésion nationale. Alors, se référant à Maître Yaovi Agbo-Ibor et Monseigneur Bariga, je rappelle qu'ils n'ont jamais cessé ce projet de réconciliation jusqu'à leur dernier retranchement.
pour ceux qui ne le savent pas, moi j'étais personnellement en contact avec les deux, autrement, un peu en ces dernières années, quelques jours surtout avec Maître Agbouibo, il travaille toujours sur le projet de réconciliation des Togolais, de toute une réconciliation profonde. Il voulait un niveau de réconciliation très particulier comparativement à ce qui a été déjà fait. Et dans cela, je pense qu'il y a des gens qui sont vivants qui peuvent témoigner. Et il voulait aller un peu en profondeur cette fois-ci de tout ce qui nous divise. Et il travaillait à décortiquer les archives sur les rancœurs datées de la période même post la période pré 58. Donc, dans cela, je pense qu'il a pris attache avec certaines personnes, comme le professeur Aboki, je peux le citer ici, je pense que s'il me sait de quoi je parle. Dans ces derniers moments, pour voir, même lorsque le professeur Aboki même avait fait sa sortie sur ce sujet, pour de voir les archives sur lesquelles sa recherche était basée, pour retrouver les originaux de certaines dépositions qui ont été faites, y compris les dépositions qui ont été faites par les Togolais, les chefs traditionnels du Nord à l'ONU, dont vous entendez parler souvent des années 58. Ils voulaient avoir aussi les originaux de ces dépositions pour savoir qu'est-ce qui concrètement a été dit. Je pense que la question a circulé entre-temps où quelqu'un a interpellé ce Kofi Nyam récemment pour voir s'il était la personne qui a écrit, par exemple, la lettre des chefs traditionnels du Nord, dont on parle des années qui étaient déposés à l'ONU. Donc, pourquoi cela? C'est parce que, je le dis parce que je connais un peu de ce dossier. Donc, Maître Agbouibo travaillait sur la recherche de ce dossier-là. Et il y avait beaucoup de gens qui cherchaient c'est facile pour voir ce qu'ils voulaient en faire. Puisque c'est un avocat, pas un avocat hors pair, mais dans le contexte de la réconciliation. Donc, ces travaux-là étaient aussi une partie de ces travaux était aussi communiqués à des gens qui aussi travaillaient avec Monseigneur Bariga, qui était en contact avec le bureau de Monseigneur Bariga, et certains évêques qui sont toujours en vie aujourd'hui. Et je le dis parce qu'ils peuvent être à l'écoute, ils savent de quoi je parle, pour aller à une nouvelle chance de réconciliation, une réconciliation profonde et particulière. Un peu de ces informations avaient circulé sur les médias. C'est en ce temps, il y avait certains jeunes de la DMK et autres à l'époque qui avaient communiqué qu'ils entendent qu'il y a M. Bariga était en train de recevoir certains partis politiques, et ils ont commencé par tenir certains propos contre l'évêque et l'Église à l'époque. Et c'était en ces moments-là que les tractations étaient en cours, mais c'était un travail sur la réconciliation des Togolais. Il y a des compatriotes de la diaspora, certains qui sont au courant de ça. Donc, les gens suivent l'émission, c'est pour ça que je le dis. Et le moment viendra, vous saurez que Monseigneur Bariga et Maître Yaovi Agbouibo étaient toujours en train de travailler pour réconcilier les Togolais, pour aller à une grande réconciliation profonde, et jusqu'à leur dernier retranchement. Donc, je suis très ému qu'ils n'ont pas pu le faire. C'est en ce moment que Yaovi Agbouibo m'avait dit que Katé, j'ai peur que si nous n'arrivons pas à réconcilier tous les Togolais du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous allons vous laisser un héritage que vous ne pourrez pas gérer. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque.
Merci, docteur Albert Katé. Et fin de cette deuxième partie de notre émission Avis de la diaspora. Encore 3 petites questions. Juste après, donc, le jingle, on revient juste derrière.